entre 1975 et 1984, au moment où la pensée politique connaît une phase de stagnation, les travaux de Michel Foucault sont venus déblayer les terrains des faux concepts qu'il a encombrés. Dans un cours du 5 janvier 1983, Foucault résume sa stratégie en 2 points. Premier point, substituer à l'histoire des dominations l'analyse des procédures et des techniques de gouvernementalité. Deuxième point, substituer à la théorie du sujet et à l'histoire de la subjectivité l'analyse historique des processus de subjectivation et des pratiques des soi. Donc, il est clair, abandon des universaux vides qui monopolisaient l'attention des théoriciens de la politique, la loi, la souveraineté, la volonté générale, etc., au profit d'une analyse détaillée des pratiques et des dispositifs gouvernementaux. Donc, on le sait, plus de pouvoirs comme une hypostase séparée, mais des relations de pouvoir, plus des sujets en position fondatrice ou transcendantale, mais une analyse ponctuelle des pratiques et des processus de subjectivation. Je crois que si l'on veut saisir ce que a signifié, 15 ans après Foucault, l'apparition des tikkun dans la pensée politique, c'est de ces contextes qu'il faut partir. S'il y avait chez Foucault, on l'a vu, un abandon sans réserve de toute perspective anthropologique, cependant, au croisement entre les techniques des gouvernements et les processus de subjectivation, la place restait peut-être vide. Ou plutôt, il n'y avait dans cette zone, dans la zone où des rencontres entre les techniques du pouvoir et les processus de subjectivation, il y avait peut-être ces figures qu'un texte extraordinaire de 1983, La vie des hommes infâmes, justement appelle des vies infâmes, des ombres sans visage, extraits des archives de police et des lettres de cachet, sur lesquelles la rencontre avec le pouvoir projette soudainement sa lumière obscure. Je crois que la nouveauté des tikkun est qu'il opère, par contre, à la fois une radicalisation et un nouage de 2 stratégies, l'analyse des techniques de gouvernement et les processus de subjectivation, qui, chez Foucault, restaient peut-être, n'avaient pas trouvé peut-être leur point de jonction. Ainsi, si, comme Foucault l'avait montré dans sa microphysique du pouvoir, le pouvoir circule et a toujours circulé dans des dispositifs de tout genre, juridiques, linguistiques, matériels, etc., pour Tikkun, le pouvoir n'est plus que cela. Il ne s'adresse plus en face de la société civile et à la vie comme une hypostase souveraine, il coïncide entièrement avec la société et la vie. Le pouvoir n'a plus de centre, il n'est qu'une immense accumulation de dispositifs dans lesquels viennent se prendre les sujets, ou plutôt, comme aurait dit Foucault, les processus de subjectivation. Face à cela, le geste de Tikkun est de nouer, faire coïncider, même sans réserve, les 2 plans et les 2 analyses qui chez Foucault restaient séparés, technique de gouvernement, dispositif de gouvernement, sujet. Et il y a un texte dans un des essais qui est publié dans les livres, qui s'appelle Métaphysique critique. Un texte le dit très clairement. Une théorie du sujet n'est possible que comme théorie des dispositifs. Ainsi, toute la recherche dérisoire des nouveaux sujets politiques qui paralysent encore, qui a paralysé encore la tradition de la gauche, la recherche de la gauche, est du coup liquidée. Théorie du sujet et
théorie des dispositifs coïncident. Voilà, c'est dans cette zone opaque d'indifférence entre théorie du sujet et théorie des dispositifs qui se situent les textes qui sont là recueillis. Déjà la théorie du Bloom dans Tikkun 1 et dans Tikkun 2, les deux textes majeurs qui sont republiés dans les livres, c'est-à-dire l'introduction à la guerre civile et une métaphysique critique pourrait naître comme science des dispositifs. Il est évident, il me semble, que si on se situe dans cette zone d'indifférence, tous les concepts de la politique classique, État, société civile, classe, citoyen, représentation, etc., perdent leur sens. Mais d'autre part, c'est seulement à se placer dans cette perspective, dans cette zone d'indifférence, que les concepts élaborés par Tikkun, les Bloom, la politique statique, les partis imaginaires, guerre civile, dans le sens particulier que c'est moi dans les textes, tous ces concepts acquièrent leur sens propre uniquement dans cette perspective. Et c'est à partir de cette situation dans une zone d'indifférence que je crois qu'il faut comprendre les pratiques d'écriture, de pensée et d'action qui se jouent dans Tikkun. Oui, quant à l'écriture, oui, Eric l'a déjà évoqué, par exemple, il ne s'agit pas simplement d'une écriture anonyme, bien sûr encore moins pseudonyme ou hétéronyme. Là, on voit bien que les efforts de la police pour attribuer à tout prix un texte à un auteur ou un auteur à un texte ne peuvent pas aboutir. Il n'y a pas d'auteur possible pour ce texte, car il se place dans une zone où le concept d'auteur n'a plus de sens. Le concept d'auteur, Foucault l'avait déjà montré, a marché toujours, a fonctionné dans notre culture toujours d'une façon double. C'est d'une part une figure du sujet, d'autre part c'est un dispositif d'attribution, vous le savez, d'une responsabilité pénale. Or, Julien Coupat et ses amis ne peuvent pas être l'auteur d'aucun texte publié dans Tikkun ou ailleurs, car justement, il se situe d'emblée dans une zone où sujet et dispositif coïncident à tel point que la catégorie même d'auteur ne peut plus fonctionner, n'a plus de sens. Et de même, je crois que c'est seulement si on se place dans la perspective ouverte par Tikkun, par exemple par les constats des guerres civiles permanentes instaurées par l'État, que certains faits macroscopiques dans les pays dits démocratiques dans lesquels nous vivons acquièrent leur sens autrement inexplicable. Par exemple, un fait, je voudrais rappeler quand même un fait qu'on fait semblant d'ignorer. Il suffit d'aller dans une bibliothèque et faire une petite recherche, c'est des textes tout à fait disponibles. Or, les lois en vigueur en France et dans d'autres pays dits démocratiques en Europe sont 3 ou 4 fois plus répressives que les lois en vigueur en Italie sous le fascisme. Et ça, c'est un fait, on ne peut pas discuter. À tout point de vue, techniquement. Longueur des dates, des détentions, voilà, c'est un fait dont on ne parle pas. Un autre fait, bon, on a toujours reproché aux sociétés, aux États totalitaires, l'institution de tribunaux spéciaux. Or, les tribunaux, les juges qui traitent l'affaire d'arnaque, on n'emploie jamais le mot tribunal spécial, mais c'est un tribunal spécial, c'est-à-dire c'est des juges qui ont été extraits, on ne sait pas comment et par qui, et donc ils constituent un tribunal spécial. Or, vous savez que par définition, un tribunal spécial est destitué de toute légitimité, car un tribunal spécial porte atteinte au principe d'égalité des individus devant la loi et aussi au principe de la défense de soustraire un individu à son juge naturel. Donc vous voyez, au point de vue du droit, des principes des droits de notre société, c'est
c'est destitué de toute légitimité, tout simplement. Et ça, on l'a dit assez. On accepte qu'il y ait des tribunaux spéciaux, mais on reproche à l'Italie fasciste, à l'Allemagne nazie, d'avoir institué des tribunaux spéciaux. Et je crois que c'est toujours dans cette perspective qu'il faut qu'il vienne avec ce type de ce que Tikkun appelle la guerre civile qui est en cours. C'est toujours dans cette perspective que devient compréhensible l'extension, vous savez, à toute la population des mesures biométriques qui avaient été conçues au début pour les criminels récidifs. Vous savez que tout citoyen français bientôt aura une carte d'identité avec les données biométriques. Voilà. Ça, c'est des choses qui ont été conçues pour les criminels. Donc, tout citoyen est traité comme un criminel ou un terroriste potentiel, en puissance. Donc, si tout homme est pour l'État un criminel ou un terroriste en puissance, on ne doit pas s'étonner que ceux qui refusent de se soumettre ou dénoncent cette chose soient traités justement en terroristes. Là, je voudrais conclure en rappelant une histoire qui m'avait été contée par un ami, un grand ami à moi, qui était José Bergamín et qui était donc dans la guerre civile en Espagne en 1936. Et on l'avait envoyé, lui, c'était un poète, un intellectuel, avec un autre poète, Raphaël Alberti, on l'avait envoyé, le gouvernement républicain l'avait envoyé aux États-Unis pour essayer d'avoir un certain soutien du gouvernement américain. Mais ils avaient été bloqués à l'entrée par la police qui avait commencé des interrogatoires sans fin en les accusant d'être communistes. Et après 10 heures d'interrogatoire, on ne les a pas laissés entrer, bien sûr, après 10 heures d'interrogatoire continuel, mon ami José Bergamín m'a raconté qu'il avait dit « Écoutez, je ne suis pas et je n'ai jamais été communiste. Mais ce que vous croyez qu'un communiste soit, c'est là je le suis. » Et je crois qu'il faudrait dire de même, là, nous ne sommes pas, et nous ne serons jamais des terroristes, mais ce que vous croyez peut-être qu'un terroriste soit, c'est là nous le sommes.